À la une de ce 20h, le parcours militaire du président de la transition, colonel Assimi Goïta, a été promu mercredi dernier. Général d'armée, vous verrez ce soir la riche carrière de cet ancien commandant des forces spéciales. Il n'a œuvré quasiment que sur le terrain, notamment dans le Grand Nord et le centre du pays. Également dans ce journal, le congrès de médecine militaire, l'événement mobilise la communauté scientifique, médicale, militaire et civile. C'est autour du thème « Services de santé en situation de conflit et de post-conflit ». Le gouvernement s'engage à payer la dette intérieure dès la semaine prochaine, annonce du ministre de l'économie et des finances. Ce vendredi, c'est une enveloppe de 200 milliards de francs CFA qui sera mise à la disposition du trésor public. À cet effet, décision fortement saluée par le secteur privé. 19e édition du prix africain de développement à Kigali au Rwanda. Le Mali était à l'honneur à travers le directeur général des douanes qui reçoit le prix Prestige Étoile. Le grand prix Prestige Étoile est remporté par le PDG de Djabali Transit. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, promu mercredi dernier général d'armée. Il devient du coup le plus haut gradé des forces armées maliennes. Homme de terrain, cet ancien commandant des forces spéciales a fait ses preuves dans le Grand Nord et le centre du pays. Il a notamment dirigé plusieurs unités sur le théâtre des opérations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et autres groupes armés. Suivons plutôt ensemble le riche parcours militaire du général d'armée Assimi Goïta. Il portera désormais sur ses épaules 5 étoiles. Il portera désormais le titre de général d'armée, le 3e dans l'armée malienne après les généraux Moussa Traoré et Amadou Toumani Touré. Le général d'armée Assimi Goïta, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a aujourd'hui 44 ans. Ce fils d'un officier est un pur produit des académies militaires du Mali. Il est formé notamment au Prytanée militaire de Kati et à l'école inter-armes de Koulikoro. Il choisit de servir dans l'armée de terre, spécialité armes blindées et de la cavalerie. Le général d'armée Assimi Goïta passera quasiment toute sa carrière sur le terrain, précisément dans le nord et le centre du pays. En 2002, il est affecté au 134e escadron de reconnaissance de Gao. 3 ans après, il est promu commandant adjoint du 123e escadron de reconnaissance de Kidal. De 2008 à 2010, il commande un sous-groupement tactique à la frontière Mali-Algérie dans le cadre de la lutte contre les groupes armés et les narcotrafiquants. Il dirige ensuite la 2e compagnie de soutien, puis le 37e régiment de transport de 2011 à 2013. Après plusieurs affectations et opérations à Gao, Kidal, Menaka, Tessalit et Tombouctou, il se porte volontaire en 2014 pour servir dans les forces spéciales. La même année, il est breveté de l'enseignement militaire supérieur. Il occupe ensuite plusieurs fonctions, notamment officier d'état-major au centre opérationnel inter-armes de l'état-major général des armées, chef de division opération de l'état-major de l'armée de terre. En novembre 2015, le général d'armée Assimi Goïta est détaché en qualité de coordinateur des opérations spéciales du ministère de la Défense auprès du département en charge de la sécurité suite à l'attaque terroriste de l'hôtel Radisson. Il dirige ensuite l'unité opérationnelle du bataillon autonome des forces spéciales déployé à Sofara dans la région de Mopti avant de commander le bataillon autonome des forces spéciales des centres d'aguerrissement. Son riche parcours militaire est marqué aussi par son engagement en opérations extérieures, notamment au Darfour, au Soudan. Il a également à son actif le cours d'application à l'école de train en France, le cours de capitaine et le cours d'opération spéciale de lutte contre le terrorisme en Allemagne, l'école d'état-major au Gabon, le cours des forces spéciales à Tampa en Floride, aux États-Unis. Suite aux événements du 18 août 2020, Assimi Goïta est désigné président du CNSP, Comité national pour le salut du peuple, puis vice-président de la transition en charge des questions de défense et de sécurité. Depuis le 7 juin 2021, le général d'armée Assimi Goïta dirige le Mali en sa qualité de président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Grand maître des ordres nationaux, il est titulaire du Grand Croix de l'Ordre national du Mali et de la médaille de grand officier de l'Ordre national du Mali.
Il détient aussi la croix de la valeur militaire, la médaille de sauvetage, la médaille de mérite militaire, la médaille commémorative de campagne, la médaille d'honneur de la police nationale, la médaille d'honneur de la protection civile, la médaille du mérite sportif. Il est décoré également du Grand Croix de l'Ordre national du Burkina Faso et de celui du Niger, de la médaille de la défense française avec échelon or et de la médaille des Nations Unies au Darfour. Plusieurs autres officiers supérieurs de l'armée malienne ont été promus généraux. Nous y reviendrons également sur leur parcours militaire dans nos futures éditions. Voyons à présent le carnet d'audience du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, non moins président de la Confédération des États du Sahel, s'est entretenu ce matin avec les ministres en charge de l'industrie et du commerce de l'AES. Ils se réunissent demain à Bamako en vue de coordonner leurs actions dans le cadre du partenariat public-privé. Le point est avec Kamsir Diabaté et Sidiki Balou. La Confédération de l'Alliance des États du Sahel entre dans sa phase opérationnelle de coordination des actions du développement. Des actions qui vont être menées avec le secteur privé pour faire du partenariat public-privé le pilier du développement économique de l'AES. Pour donc relever ces défis, les ministres en charge du commerce et de l'industrie de l'espace sont venus prendre des conseils et des orientations du président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta. Nous sommes passés lui présenter les objectifs de la réunion ministérielle qui doit se tenir demain et qui s'inscrit donc dans le cadre de la mise en œuvre des grandes orientations et des grandes directives que les chefs d'État, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, en juillet dernier à Niamey, ont tracé. L'objectif qui est visé ici, c'est de créer un cadre réel de coordination, d'action et de synergie, donc des mesures à mettre en œuvre au sein donc du secteur privé et par le secteur privé, afin de créer une dynamique réelle de développement pour nos populations, pour nos pays. Pour les ministres en charge du commerce et de l'industrie de l'AES, cette audience accordée par le président dénote de l'engagement et de la détermination des présidents de l'AES de faire de ce secteur un outil de défense et de développement au grand bonheur des peuples. Donc nous sommes venus répondre à l'appel effectivement qui avait été lancé le 6 juillet 2024 à Niamey par rapport effectivement à la création de la Confédération des États du Sahel. Au cours de cette conférence, il a été question d'adjoindre à toutes les préoccupations de nos trois pays la défense et le développement. Donc, à travers le développement dont il a été question, nous avons profité aussi de cette visite pour présenter les salutations de deux frères au président de la transition du Mali, le général d'armée Assimi Goïta d'abord, pour tous les efforts qu'il déploie dans le cadre effectivement de cette confédération, et aussi pour le passage dont il vient d'être effectivement reconnu par ses compagnons d'armes au grade de général d'armée. Donc c'est un honneur pour toutes les armées de nos trois pays de l'AES. À noter que la rencontre de Bamako des ministres en charge du commerce et de l'industrie de l'AES s'ouvre ce samedi. Elle devra permettre d'harmoniser les différentes politiques pour une AES au service des peuples. Les ministres sont accompagnés par des délégations des chambres de commerce et d'industrie des trois pays de l'AES. Les trois chambres étaient en conclave aujourd'hui autour du projet de convention cadre de coopération. La rencontre visait justement à formaliser cette convention pour le renforcement de la coopération économique et commerciale dans l'espace AES. Nouhoum Sissoko.
Créer un cadre permanent de dialogue, de coordination de tous les acteurs économiques pour la consolidation et la pérennité du partenariat public-privé dans l'espace AES. Voilà l'objectif que se fixent les chambres de commerce et d'industrie du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Pour y parvenir, ces chambres décident pendant cette rencontre tripartite de formaliser à travers une convention le renforcement de la coopération économique et commerciale entre elles par la création à terme de l'Union des chambres de commerce et d'industrie de l'Alliance des États du Sahel, UCCI-AES. Nous sommes en marge de la rencontre des ministres en charge du commerce de l'Alliance des États du Sahel, AES. Hier déjà, les experts ont participé à un panel de haut niveau sur le contenu local dans le secteur minier au Mali. Et aujourd'hui, il s'agit d'examiner le projet de convention devant lier les chambres de commerce et d'industrie de l'AES. Il s'agit de formaliser notre coopération consulaire, mieux organiser la libre circulation des personnes et de leurs biens. Ce projet de convention soumis à l'appréciation des trois parties contribue à l'amélioration de l'environnement des affaires, des échanges économiques et commerciaux intrasahéliens. Les pays se sont réunis en alliance des États du Sahel et le secteur privé aussi ne doit pas être en marge de ça, étant le moteur de l'économie de la sous-région. Nous souhaiterions que cette convention, une fois adoptée, puisse servir de cadre à l'émulation, au développement des affaires entre l'ensemble des opérateurs économiques de notre confédération. Les trois parties ont aussi procédé aux échanges d'expériences sur les bonnes pratiques consulaires dans leurs pays respectifs. Un tour à la primature où le Premier ministre a reçu l'association Wassaton de Kenyeba et l'association Sigida Lakanda de la commune rurale de Narena, c'est dans le cercle de Kangaba. Les deux délégations sollicitent l'intervention du chef du gouvernement pour mettre fin à la vaste campagne de dégradation de l'environnement à travers l'exploitation dévastatrice des ressources naturelles dans leurs localités respectives. Mamari Kone et Aliou Touré. La lutte contre la dégradation de l'environnement suite à l'exploitation irrégulière des ressources constitue de nos jours une priorité pour les autorités et les populations locales. La présence de l'association Wassaton de Kenyeba et de l'association Sigida Lakanda de la commune rurale de Narena en est une parfaite illustration. Les deux associations sont venues dénoncer les conséquences de l'exploitation illégale des ressources naturelles. Le président de l'association Wassaton de Kenyeba a déploré, selon ses propres propos, la faiblesse du contrôle des activités minières dans la zone de Kenyeba ainsi que la recrudescence des violences contre les populations. Il a toutefois salué l'implication des autorités à travers la saisie des matériels des ennemis de l'environnement. Pour sa part, le président de l'association Sigida Lakanda de la commune rurale de Narena, Boulaye Koulibaly, a insisté sur les conséquences des activités minières illégales telles que la disparition de la biodiversité et la pollution des ressources en eau. Ce qui se passe aujourd'hui dans la commune de Narena et environ dépasse tout entendement. En effet, depuis quelques années, des sociétés chinoises ont envahi notre commune, creusant d'énormes trous sur des parcelles agricoles. Ces trous constituent des menaces sur les terres agricoles, dans les cours d'eau et dans les forêts. En plus, ils utilisent des produits toxiques qui menacent la survie de nos populations et des animaux. Pour arriver à leur fin, ils distribuent des sommes d'argent entre certaines de leurs complices individus au sein des familles détentrices des terres, des agents de la mairie, de la jeunesse. Le ministère de la Justice et celui de l'Environnement présents à la rencontre ont sollicité le soutien des populations locales et ont promis que tous les moyens seront mobilisés pour faire face à ce problème. Le Premier ministre a remercié ses interlocuteurs pour leur courage et les a invités à formaliser leur doléance. Chaque fois que le gouvernement veut lever des missions, il y a des fuites d'informations. Parce que ceux qui viennent détruire votre environnement à la recherche de l'or, ils ont des complicités locales. Dès qu'on les informe, ils disparaissent. Quand la délégation retourne, ils reviennent. Mais toutes les informations que nous avons, pour les compléter, il faut qu'on ait vos mémos, où vous savez ce qui se passe là-bas au quotidien. C'est l'ensemble qui va servir pour élaborer un document pour le gouvernement, pour faire un véritable combat, une véritable guerre contre ceux qui sont en train de détruire l'environnement, détruisent les eaux, les forêts, ils tuent la population
La saisie des équipements et matériels en cours dans plusieurs localités et le cadre de ces jeudis, en présence du ministre de la Justice et celui de l'Environnement ainsi que des représentants des ministres de la Sécurité et des Mines, prouve à suffisance que le gouvernement est décidé à combattre l'exploitation illégale de nos ressources. L'Union parlementaire africaine UPA vient de tenir en N'Djamena au Tchad la 82e session de son comité exécutif et la 46e conférence des présidents des assemblées parlementaires nationales. Le président du Conseil national de transition était représenté à ce rendez-vous par le deuxième vice-président de l'organe législatif. On en sait davantage avec Bemba Sibi. La diplomatie parlementaire en marche. Une délégation du Conseil national de transition, conduite par sa deuxième vice-présidente, est en N'Djamena pour la 92e session du comité exécutif et la 46e conférence des présidents des assemblées de l'Union parlementaire africaine. Les débats ont essentiellement porté sur les défis de la paix et de la sécurité dans le Sahel et le développement à travers la valorisation de nos ressources naturelles, la diversification de l'économie et l'industrialisation avec en toile de fond l'implication des jeunes et des femmes. Il faut une participation, l'implication de la jeunesse dans la résolution des conflits. Et les jeunes en sont capables. Certes, il y a des résolutions qui ont été prises par les Nations Unies, par l'Union africaine, en faveur de la participation et de l'implication des jeunes. Mais ces résolutions, Madame la Présidente, sont dans les tiroirs des gouvernants, de nos parlements. Ces résolutions ne sont jamais appliquées. Changer de paradigme en appliquant les décisions prises par nos organisations sans attendre le quitus d'une quelconque organisation ou État. C'est la dynamique dans laquelle s'est inscrit le Mali depuis quelques années pour une paix durable, a souligné Djigné Atouma Kakou, deuxième vice-présidente du CNT au comité des femmes parlementaires, ce qui s'est manifesté par la tenue du dialogue intermalien. L'une des recommandations phares du dialogue intermalien a été la mise en place d'une charte pour la paix, la réconciliation nationale et la cohésion sociale qui est en cours d'élaboration pour que, enfin, les Maliens se donnent la main. La délégation du Mali a remercié l'Union parlementaire africaine pour sa solidarité exprimée dans une déclaration officielle suite à l'attaque terroriste du 17 septembre dernier et a fait des contributions prises en compte dans les résolutions de la Commission politique et de la Commission économique et du développement durable ainsi que de la résolution du Comité des femmes parlementaires sur le thème général. Autre grand titre de l'actualité, le gouvernement s'engage à éponger la dette intérieure d'ici la fin de l'année. 200 milliards de francs CFA seront débloqués à cet effet. Le ministre de l'économie et des finances et son collègue de l'industrie et du commerce étaient face au chef d'entreprise ce matin pour annoncer la bonne nouvelle. C'était en présence de Khadija Toukouné. Nous comptons engager à peu près 200 milliards pour vraiment réduire de façon très très significative et exceptionnelle le niveau de la dette intérieure. Oui, 200 milliards de francs CFA, c'est le montant qui sera mis à la disposition du Trésor public pour payer la dette intérieure d'ici à la fin de l'année. Une bonne nouvelle pour les entreprises et autres prestataires de l'État. Les crises sécuritaires, sanitaires et économiques que traverse le pays ont affecté plusieurs secteurs. Le gouvernement, à travers cette décision, veut donc restaurer la trésorerie des entreprises afin de relancer la machine de l'économie. Quand vous vous endettez, vous devez payer. Nous sommes dans un contexte où les ressources ne viennent que de l'intérieur du pays. Aujourd'hui, le Mali ne bénéficie plus des appuis budgétaires. Ajoutés donc aux défis que nous avons de façon croissante, on fait que récemment l'État a vraiment beaucoup de retard dans la réduction de la dette intérieure. Plusieurs initiatives sont mises en place pour faire face à la compétitivité des entreprises maliennes. Un signal fort, avec cette annonce, l'État s'engage également à booster le secteur privé. À travers ce paiement de 200 milliards de la dette intérieure, il faut restaurer la trésorerie des entreprises. Il faut arriver à permettre aux entreprises de régler leurs engagements dans les livres des banques. L'appurement de la dette intérieure va être aussi de nature à assurer la consommation dans notre pays. Donc globalement, on peut considérer que cette initiative du gouvernement est de nature à relancer la machine économique.
Cette décision est naturellement saluée par le Conseil national du patronat du Mali. Selon son président, elle permettra aux acteurs économiques de mieux résister aux différentes crises. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre pays où entreprendre, investir sera possible à nouveau sur l'ensemble du territoire pour payer encore pas 2 000 milliards d'impôts, mais peut-être même 10 000 milliards d'impôts parce que l'économie, le PIB sera à un autre niveau parce que nous serons un pays apaisé et en paix. Nous vous donnons l'engagement de continuer vraiment à assurer le paiement correct de la dette intérieure de la meilleure façon afin de pouvoir continuer, vous et nous, à être de meilleurs partenaires. L'apurement progressif de la dette intérieure commence dès la semaine prochaine. Une véritable bouffée d'oxygène pour les entreprises et autres prestataires en situation de souffrance de factures impayées. À suivre demain dans nos programmes, le message du ministre de l'économie et des finances pour plus de détails sur la décision d'éponger la dette intérieure d'ici la fin de l'année. Ce sera donc demain dans nos programmes en français et en bamanakan. L'ambassadeur de Chine au Mali visite les 2 maisons de la femme à Bamako. 2 structures, fruits de la coopération entre le Mali et la Chine. Le diplomate chinois est venu apprécier les installations et les activités réalisées au sein de ces 2 maisons. C'est en vue de réitérer l'engagement de son pays auprès des femmes du Mali. Sokonakami Soko. La création des maisons de la femme, selon la première responsable du département de la femme, est une réponse à l'autonomisation des femmes maliennes. C'est là à travers la formation dans divers domaines. C'est pourquoi l'ambassadeur de la République populaire de Chine a voulu s'imprégner du fonctionnement des maisons de la femme de Bamako. Je vois que ces 2 maisons fonctionnent bien jusqu'à aujourd'hui. Elles ont accueilli beaucoup d'apprenants, surtout les femmes et les jeunes filles plus vulnérables. Et ça m'a beaucoup encouragé pour l'avenir de notre coopération. Sino-maliennes seront encore renforcées dans l'avenir. Selon la ministre de tutelle, malgré les performances obtenues en matière de formation et de création d'emplois, les maisons de la femme de Bamako font face à des défis majeurs. La maison dans laquelle nous nous trouvons actuellement est une maison qui a été sérieusement affectée par les inondations il y a de cela juste 1 mois. Au-delà de ça, il y a par moment des problèmes d'équipement. C'est pour dire que ces difficultés nous permettent de comprendre que les maisons sont dans des besoins. Et au-delà même des inondations, on a appris qu'il y a d'autres filières qui sont en train de s'ouvrir, telles que le tissage du coton traditionnel. Mais au-delà de ça, il y a la filière sac aussi, que la maison de la femme Rive Droite est en train d'ouvrir aujourd'hui, parce qu'on comprend que les besoins se font sentir pour combattre beaucoup de difficultés aussi, telles que les questions des sachets plastiques et autres. Et donc c'est pour dire que ces maisons-là regorgent beaucoup de potentialités. L'État est en train de fournir les efforts nécessaires afin qu'effectivement elles puissent jouer pleinement leur rôle. Et ce travail, nous le faisons avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, dont l'un des plus traditionnels et des plus fidèles est véritablement la Chine. À titre de rappel, les maisons de la femme ont été créées en 2010 à Bamako et dans plusieurs régions du Mali. Les victimes d'inondations de la ville de Dioula bénéficient du soutien du ministère de la Santé et du Développement social et ses partenaires humanitaires. Le don est composé de vivres, de non-vivres et autres appuis multiformes, le tout pour un montant de 468 millions de francs CFA. Batraoré et Aboukone sont nos envoyés spéciaux. Dioula, chef-lieu de la 13e région administrative du Mali, a enregistré cette année, selon l'autorité administrative, 6 pertes en vies humaines suite aux inondations. À cela s'ajoutent des dégâts matériels. Voilà ce qui justifie l'action du ministère de la Santé et du Développement social et ses partenaires humanitaires envers les victimes de cette catastrophe à Dioula. L'opération s'inscrit dans le cadre de la 21e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Nous sommes
engagés ensemble, main dans la main, dans cette noble lutte contre l'exclusion et l'insécurité alimentaire. Aucun Malien et aucun habitant du Mali ne doit être laissé de côté. Je rends hommage à nos valeureux et vaillants partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent aujourd'hui et qui nous ont toujours accompagnés pour relever ces défis. Nous sommes aujourd'hui à Dioula pour tout d'abord apporter le message de compassion et du soutien du président de la transition, chef de l'État, le général Assimi Goïta. Nous sommes également porteurs de la solidarité envers les populations affectées à travers un appui alimentaire et non alimentaire composé de 30 tonnes de riz, 20 cartons de 4 bidons d'huile, 500 moustiquaires, 200 couvertures des médicaments et consommables, l'assistance en cash transfert à 800 ménages sinistrés. Ainsi, il convient de noter que ces assistances multiformes s'élèvent à 468 070 400 francs CFA. Le colonel Assa Badialo Touré s'est également rendu au centre de santé des référents de Dioula où elle a visité le bloc de la maternité, le bloc chirurgical, le laboratoire et la salle d'imagerie. Quelques mots qui me tiennent à cœur, c'est les efforts fournis par le gouvernement pour l'amélioration de la qualité des soins dans les districts. Et pour l'année 2024, nous avons reçu 3 ambulances, 4 toutes neuves, 2 ambulances données par le ministère de la Santé et une ambulance 4x4 donnée par le président de la transition dans le cadre de ses œuvres, sans compter un véhicule de liaison toute neuve que nous avons reçu. J'ai vu d'abord un personnel engagé, motivé, qui est prêt à travailler malgré les conditions qui ne sont pas toujours bien réunies. On a vu, on a noté et je pense qu'on reviendra avec des solutions. Auparavant, la délégation ministérielle s'était prêtée aux formalités d'usage en allant saluer les légitimités traditionnelles de la capitale du Baninko. Les activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sont lancées à Kidal. Autorités, acteurs humanitaires sont mobilisés pour venir en aide aux nécessités. Le but est aussi de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la région. Nous retrouvons à Kidal Sidi El-Medi Al-Baka. Célébré dans notre pays depuis 1995, le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion a pour thème la solidarité envers les victimes de catastrophes, un devoir et un acte de civisme. Pour joindre l'utile à l'agréable, le chef de l'exécutif régional, en lançant les activités du mois dédié à la solidarité, a procédé à la remise de plusieurs dons constitués de produits alimentaires et non alimentaires offerts par les parrains de la 29e édition. En l'occurrence, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration, avec le soutien de la santé et du développement social. Des kits scolaires offerts par la marraine Batouli Nyang, présidente du mouvement Ambiko, et une enveloppe de 3 607 000 francs CFA mobilisée suite à l'appel du gouverneur de la région de Kidal pour venir en aide aux victimes des inondations. La population de Kidal doit vraiment se solidariser avec tout ce monde, les personnes âgées, les handicapés et les victimes de la catastrophe. Inondation. Au nom du parrain, le premier gouverneur de Kidal, le professeur de classe exceptionnelle Erles Agfoni et la représentante de la marraine se réjouissent de cette initiative qui fait de notre pays un modèle dans la sous-région. Depuis des années, le mois d'octobre est retenu comme mois de la solidarité. Cette année, nous sommes à la 29e édition pour rappeler à tous qu'un effort commun de solidarité est aujourd'hui indispensable en direction des personnes âgées auxquelles nous devons tout. Merci les autorités de la région de Kidal pour cette mobilisation aux côtés de notre mouvement Ambiko. La donation de 100 kits pour les enfants de la région de Kidal. Merci à la présidente Fatmata Batouli Nyang pour cette aide qui vient à point nommé.
Le gouverneur de Kidal a aussi rendu une visite de courtoisie aux personnes âgées de Kidal, au quartier Intidban, Mohamed Ag Infahit, âgé de 74 ans, et au quartier Aliou Tamoumant Diallo, âgé de 71 ans, ont fait des prières et des bénédictions pour la paix au Mali et à la réussite des missions des femmes. De Kidal, rendons-nous à Ségou. Les forces vives de la société civile et les femmes sont ensemble pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Mali. C'est à la faveur d'un forum national initié par le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Fousseni Samake pour les détails. Renforcer la coopération civile et militaire pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. C'est le thème de ce forum national. 2 jours d'échange à Ségou entre les forces vives de la société civile et les femmes pour lutter efficacement contre les forces du mal. Il s'agit plus spécifiquement d'identifier les nouvelles menaces et stratégies pour contrer la propagation des idéologies et actions des groupes terroristes, de déterminer le rôle de chaque acteur de la chaîne dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, de renforcer la coopération et la coordination entre les acteurs nationaux impliqués dans la lutte contre la radicalisation. Cette coopération vient renforcer la résilience des populations et le climat de confiance entre civils et militaires. Vraiment, c'est une bonne idée. Nous, on est fiers de participer. J'appelle les populations et travailler ensemble avec les femmes et donner l'information fiable. N'ayez pas peur de ces militaires pour lui donner une information normale, capitale, par rapport à une situation que toi tu as vécue, ou tu es en train d'observer, ou tu es en train de voir. Ce cadre d'échange entre représentants des femmes et organisations de la société civile permettra de faire des recommandations qui seront documentées et partagées avec les différents acteurs de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Mali. Ouverture hier à Bamako du congrès de médecine militaire du Mali. L'événement rassemble la communauté scientifique, médicale, militaire et civile. C'est autour du thème « Services de santé en situation de conflit et de post-conflit ». Ce congrès est organisé par la Société malienne de médecine militaire. Mariam Koné et Mamadou Sidibé pour le reportage. C'est l'école de maintien de la paix à Lune Blondin Bay qui a abrité le 9e congrès de médecine militaire du Mali. Un événement scientifique de partage d'expériences, de connaissances et de développement de stratégies innovantes entre professionnels de la santé, civils et militaires. Il se tient cette année autour du thème « Services de santé en situation de conflit et de post-conflit ». Thème retenu cette année, à savoir les services de santé en situation de conflit et post-conflit, cadre parfaitement avec les missions de l'école de maintien de la paix à Lyon-Blondin-Bay. Tant entendu que cette école a été créée pour comprendre la paix et son environnement et les permettre de triompher dans le monde en général et dans notre sous-région en particulier. Ce congrès est une opportunité unique de partager nos expériences et nos connaissances, de renforcer la coopération régionale en réunissant les professionnels de santé de notre sous-région. Nous renforçons le lien entre nos pays et favorisons une approche collaborative de la santé. À cela s'ajoutent d'autres défis comme la résistance aux antibiotiques et les maladies infectieuses. En ce mois d'octobre rose, les organisateurs du forum n'ont pas oublié les femmes, souvent premières victimes dans les zones de conflit. C'est pourquoi d'autres sujets essentiels comme les cancers féminins sont abordés. Au-delà de ces thèmes techniques et scientifiques, notre humanité que nous célébrons ici, chaque avancée, chaque découverte, chaque acte de soin est une victoire contre la souffrance et l'oubli. Permettez-moi de rendre hommage aux femmes et aux hommes qui, souvent dans l'homme, consacrent leur existence à sauver celle des autres. Cette 9e édition a enregistré la participation des pays de l'AES, mais aussi du Bénin, du Togo et de la Guinée-Conakry. Il a été proposé la mise en place d'un réseau sahélien de médecine militaire. Vous assurez de mon soutien total et indéfectible à votre belle initiative d'organisation du premier congrès sahélien de médecine militaire à Bamako. Je vous exhorte à aller au-delà
vers une grande mutualisation en lien avec le principe de défense mutuelle entre nos 3 pays de la Confédération de l'AES. Le général Sadio Camara a insisté également sur l'importance du service de santé des armées. Notre pays, le Mali, qui était donné anéanti en quelques semaines ou mois, a relevé plein de défis et reste vaillamment dressé, adossé à un peuple de guerriers fiers et patriotes, dont l'un des soutiens reste et demeure le service de santé des armées. C'est pourquoi nous veillons personnellement sur ces services et la construction en cours d'un hôpital d'instruction des armées en est une parfaite illustration. À noter que le ministre de la Défense et sa collègue de la Santé ont visité des stands présentant certaines innovations dans le domaine de la médecine. Hier, la commune rurale de Sibi a abrité la célébration conjointe de la Journée internationale de la femme rurale, de la Journée mondiale de l'alimentation. Ce rendez-vous a mobilisé un nombre important de personnalités, toutes engagées pour le développement du monde rural. Nyanya Alou Traoré, Baraki Zawatara, Djelimakan Djabati et Aruna Diara sont nos envoyés spéciaux à Sibi. La femme rurale joue un rôle important dans le développement socio-économique de notre pays, car elle tire l'essentiel de ses revenus de l'exploitation, des ressources naturelles et de l'agriculture. De ce fait, elle contribue aux dépenses de la famille et participe au développement communautaire et réduit considérablement la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Cependant, elle ne dispose pas de terre. De prime abord, la législation malienne ne fait aucune discrimination entre hommes et femmes pour avoir l'accès à la terre. Tout citoyen qui a besoin de la terre pour produire doit avoir accès à la terre. C'est la femme rurale qui travaille la terre, c'est la femme rurale qui permet juste à la famille d'avoir son quotidien. Je pense que c'est une cible, une couche sociale à encourager, à accompagner. Le changement est bien possible avec l'accompagnement de chacun et à tous les niveaux. C'est d'ailleurs l'un des objectifs visés dans la marche vers le Malikoura. Je crois que ce que nous recherchons en termes de sécurité alimentaire passera par là et que toutes les politiques publiques se mettent en branle pour accompagner cela et nous sommes véritablement émerveillés. Il faut créer une harmonie entre tous les acteurs. Aujourd'hui, c'est ce que nous voulons montrer, que les différents secteurs qui sont là devraient travailler en toute bonne harmonie pour pouvoir apporter un changement réel, un changement positif selon les cibles de chacun. Les femmes sont de plus en plus des actrices de la sécurité alimentaire. Elles sont dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation. Les champions de la production malienne et du savoir-faire local adhèrent pleinement à la démarche. Ils demandent une conjugaison des efforts pour permettre à notre pays d'atteindre sa souveraineté alimentaire. Et pour nous, la CMDT, bien vrai qu'on est sur le système coton, nous avons une responsabilité sociétale d'entreprise. L'orientation de notre certification ISO 9100, nous travaillons avec les femmes dans la zone cotonnière en les accompagnant dans les activités génératrices de revenus, notamment l'agriculture de contre-saison, le maraîchage surtout. Le savoir-faire malien existe. Il faut juste renforcer les capacités à ce niveau-ci. Nos pays de l'AES, fortement engagés dans le développement du Sahel, seront au rendez-vous des grandes nations d'agriculture pour assurer la pleine et entière souveraineté économique et alimentaire. Nos chefs d'État ont donné le temps, ils ont donné la vision. Nous, en tant qu'acteurs, nous devons et nous avons qu'à accompagner. Et donc, la souveraineté alimentaire, c'est possible. On peut l'atteindre le plus rapidement possible. Qui parle de femmes rurales parle de développement à la base. Les femmes rurales sont le premier plan de ce développement. Et aujourd'hui, nous célébrons la femme dans ses activités rurales, dans son existence au milieu rural, et aussi la femme, son pouvoir de développement rural. La journée à Sibi a été mise à profit pour visiter un périmètre maraîcher et la maison du Carité tenue par de braves dames. Bienvenue dans la maison du Carité. Nous faisons de la transformation du savon depuis quelques années. Grâce à cette activité génératrice de revenus, nous sommes aujourd'hui des femmes épanouies.
Ce qu'elles produisent entre dans notre consommation quotidienne et c'est du 100% bio, made in Mali. Cap sur Kigali, au Rwanda, où le Mali était à l'honneur à la 19e édition du Prix africain de développement, un événement qui récompense le mérite des hommes et femmes engagés pour le développement du continent. Au cours de la cérémonie, le directeur général des douanes et le PDG de Djabali Transit ont été distingués. Tamsir Diabaté pour le commentaire. Au rendez-vous de la remise du prix africain de développement PADEV Kigali 2024, le Mali a brillé grâce à la relance de son économie, soutenue par des opérateurs économiques et directeurs des services d'assiette comme la douane et le transit. Justement, c'est le transiteur modèle, président directeur général de Djabali Transit, Youssouf Touré, qui a remporté le Grand Prix Prestige Étoile d'Afrique. Félicitations à vous, PDG de Youssouf Touré, pour ce prix amplement mérité. Youssouf Touré, Étoile d'Afrique, est désormais considéré comme meilleur promoteur de services de transit. Le PDG de Djabali Transit est ainsi auréolé pour la 4e fois consécutive. Et pour ce sacre 2024, il s'est dit fier et honoré tout en mesurant le poids de la responsabilité. Le rendez-vous de Kigali a regroupé les opérateurs économiques et décideurs de 80 pays à travers le monde. Et parmi ces opérateurs économiques et décideurs primés figure l'inspecteur général Amadou Kodaté, directeur général des douanes du Mali, non moins vice-président de la région des OMD AOC. Et il a reçu le prix Prestige Étoile d'Afrique dans la catégorie meilleur gestionnaire des services de douane. Et ce n'est pas tout. Le directeur général de Ecosub Alternance, Aboubakar Keïta, lui remporte le trophée du meilleur promoteur africain des services éducatifs. Moussa Hubert Wolegem, directeur général du groupe Expert Pro, est lauréat du prix Mérite et de l'excellence. Et enfin, Drissa Koulibaly, PDG de Sojeba, est meilleur promoteur africain du secteur de l'industrie agricole. Des distinctions qui prouvent à suffisance que les sillons sont ouverts au Mali, et c'est là grâce au soutien des autorités de la transition. Et c'est parti pour la 2e édition de la semaine socio-sanitaire du Fonds de garantie maladie des sociétés EDM, SOMAGEP et SOMAPEP SA. Ce fonds vient en appui aux employés des 3 sociétés en cas de maladie ou autres besoins sociaux. Youssou Diakité, Aruna Diara pour le reportage. EDM, SOMAGEP, SOMAPEP SA matérialise ici, à travers cette semaine socio-sanitaire, la responsabilité sociale de l'entreprise. La semaine est à sa 2e édition, consacrée cette année au dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle, un choix des organisateurs. La connaissance de l'épidémiologie et l'hypertension artérielle est nécessaire pour améliorer le dépistage et la prise en charge de nos patients. D'où notre présence aujourd'hui pour dépister les patients hypertendus et puis les expliquer qu'est-ce que c'est l'hypertension artérielle et l'importance de la prise en charge de cette pathologie. La deuxième grosse pathologie, c'est vraiment le diabète. Nous savons que ça aussi, c'est une maladie vraiment assez fréquente dans le monde, avec la population qui est vieillante et nos habitudes qui changent de plus en plus. En 2021, il y a 537 millions de personnes qui avaient le diabète. Les 3 sociétés ont décidé, à travers le Fonds de garantie maladie, d'offrir aux populations touchées par les inondations, les graves inondations, des moustiquaires imprégnés et des fournitures scolaires au cours de ces journées à travers tout le pays. Cette modeste contribution en témoignage de notre solidarité envers nos compatriotes, c'est là malgré le contexte difficile que traversent nos différentes sociétés. Cette semaine socio-sanitaire est la concrétisation de la solidarité des 3 sociétés, SOMAGEP, SOMAPEP et EDM SA, envers leurs employés, d'une part, et d'autre part, la population. Nous, à EDM, à la SOMAGEP, à la SOMAPEP, la santé est fondamentale pour nous, car c'est avec des collaborateurs en bonne santé, mais aussi leurs familles en bonne santé, que nous arrivons à relever les défis qui nous sont confiés par la nation, les défis d'assurer la fourniture de l'eau, de l'électricité aux populations et à nos économies. Et c'est dans un effort de mutualisation que nous pouvons ensemble
nous soutenir mutuellement. Les autorités communales, politiques et administratives de Séléngué apprécient cette démarche des trois sociétés. Je suis très content de cette initiative qui prouve à suffisance que la société, il y a une parfaite synergie d'action entre elles, aussi que les responsables de ces sociétés se soucient de leur santé. La semaine socio-sanitaire se déroule simultanément sur toute l'étendue du territoire national, couplée au mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Les activités du forum d'échange interpartis sont lancées. Le but est de regrouper tous les partis et mouvements politiques autour de sujets d'intérêt national afin de réfléchir et de faire des propositions consensuelles autour ou aux préoccupations de la nation. Nous retrouvons Youssouf Diakité. Le forum interparti est désormais opérationnel. Cette rencontre consacre le lancement officiel des activités du forum, un cadre de réflexion, d'échange, d'orientation et de propositions qui permettent aux partis et mouvements politiques d'analyser les grandes questions de la nation afin de donner leur avis. Ce forum-là va être un espace d'échange pour permettre aux partis politiques de converger vers une idée et pour avoir vraiment des solutions adéquates vraiment aux questions d'intérêt national. Il s'agit pour le forum de contribuer à la consolidation d'un état de droit exerçant la plénitude de ses fonctions pour le développement du pays. Ils sont une centaine de partis et mouvements politiques à apposer leur signature sur le protocole du forum. Aujourd'hui, parler d'une même voix sur les sujets d'intérêt national est une très bonne chose, qui sont légalement constitués et dans leur statut réglementaire disent qu'ils vont concourir pour exercer le pouvoir de manière démocratique pour le bonheur de la nation. Aujourd'hui, tout le monde comprend la nécessité d'être ensemble, de créer cette union-là pour pouvoir parler des questions d'intérêt national. Alors, quelles que soient nos divergences politiques, nos appartenances politiques, je crois que c'est extrêmement important. Que les partis politiques se remettent d'accord, de la droite ou de la gauche. Ce qui nous unit, c'est le Mali. Et aujourd'hui, plus qu'hier et moins que demain, nous sommes pour le Mali. Nous avons bâti nos partis pour consolider le Mali, pour le créer, faire du Mali un pays émergent. Il s'agit pour les partis et mouvements politiques de participer de manière concertée à tous les débats sur les questions d'importance nationale pour arriver à un consensus. Parce que nous avons dit à l'image de Kouroukanfoura, il faut que les Maliens se retrouvent. C'est dans ça que nous pourrons quand même aider le pays, c'est retrouver, c'est parler dans les jeux. Créer les conditions du dialogue, c'est une très bonne chose. Moi, je pense en toute honnêteté que si les gens acceptent de se remettre en cause, on peut avancer. Il y a eu des erreurs que chacun assume et qu'on partage et qu'on se dise des vérités en se regardant en face et de ne pas jouer avec l'avenir de la nation. L'initiative est financièrement soutenue par l'Institut néerlandais pour le multipartisme et la démocratie. Le dialogue politique, le fait que d'obédiences diverses, d'idéologies diverses, l'on puisse se mettre ensemble autour d'une table et discuter de ce qui est important et avancer ensemble est l'ADN même de notre organisation. Ce forum voulu se veut inclusif et reste ouvert à tous les partis et mouvements politiques de notre pays. Il sera un espace permanent de réflexion, d'analyse, de contribution pour la réussite des réformes initiées par les autorités maliennes. Je souhaite que ce forum indique des pistes de propositions concrètes et durables pour une meilleure appropriation des réformes politiques et institutionnelles enclenchées à l'issue de l'adoption de la Constitution de juillet 2023. Ce sont des valeurs de responsabilité, des valeurs d'honneur, de dignité, du patriotisme et de redevabilité que les signataires du présent protocole pour le forum d'échange interpartis ont intégré pour pouvoir arriver à ce résultat. Le Bureau malien du droit d'auteur vient de tenir la 3e session extraordinaire de son conseil d'administration. Sur la table des administrateurs, l'analyse de 2 projets de texte, le paiement très timide des droits d'auteur ou encore la lutte contre la piraterie. Fademba Keita pour le reportage.
La troisième session extraordinaire du conseil d'administration du Bureau malien du droit d'auteur est voulue pour plus d'amélioration des conditions de travail des agents. Il s'agit alors pour les administrateurs de faire une analyse judicieuse des documents soumis à leur appréciation. Ils doivent surtout tenir compte de l'évolution du numérique, des modes de reproduction, de communication et d'utilisation, surtout des œuvres littéraires et artistiques qui ont considérablement changé. Le bureau, dans sa quête perpétuelle d'innovation, propose pour examen et validation 2 projets de texte, à savoir le projet de texte relatif au cadre organique et au manuel de procédure de gestion administrative, financière, comptable et opérationnelle du Bureau malien de droit d'auteur et un projet de texte relatif au règlement intérieur du bureau. Les recommandations de la session précédente, les problèmes de cotisation, des locaux décents pour le bureau et la lutte ardue contre la piraterie sont aussi au centre des échanges. Moi, je pense qu'après 40 ans d'exercice, il serait quand même bien bienséant que le bureau ait des locaux dignes de ce nom pour pouvoir exercer à hauteur des souhaits les missions qui lui sont confiées. J'exhorte tous les utilisateurs d'œuvres littéraires et artistiques à venir s'acquitter des redevances de droits d'auteur parce que les droits d'auteur, il faut le dire aujourd'hui, occupent une place prépondérante dans la vie de notre développement. L'objectif est d'avoir à l'issue de cette session des documents référentiels qui contribueront à l'épanouissement des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques ainsi que leurs ayants droit et à l'amélioration des performances des cadres et agents du Bureau malien de droit d'auteur. Après examen minutieux des 10 documents soumis aux administrateurs, le Bureau malien du droit d'auteur s'attend à des textes pouvant améliorer substantiellement la gouvernance. À Sikasso, fin des travaux de rénovation de la station régionale de l'ORTM, elle reçoit également de nouveaux équipements, notamment un véhicule offert par l'UNICEF. Les détails avec Moustapha Doumbouya et Souleymane Bamba. La rénovation et l'équipement de la station régionale de l'ORTM sont les résultats d'une volonté de la chef de l'exécutif régional, la gouverneure de la région de Sikasso, qui a mobilisé certains partenaires pour rénover les locaux de la station en la dotant des mobiliers des bureaux, du matériel informatique et d'un véhicule. Si l'UNICEF a offert un véhicule 4x4 d'occasion, la mine de Siama a débloqué une enveloppe de 5 millions de francs CFA. En modernisant la station ORTM, nous ne faisons pas qu'améliorer les conditions de travail de ses employés. Nous créons aussi un cadre propice à une information de qualité, à la culture et à l'éducation, qui sont les piliers essentiels pour le développement de notre société. Nous osons espérer que ce véhicule renforcera vos capacités en matière logistique, facilitant ainsi vos déplacements pour mieux réaliser la mission de service public. Ainsi, voudrais-je vous exhorter à en faire bon usage au bénéfice des femmes et des enfants de la région. L'opérateur économique Abdoulaye Diawara s'est occupé de la rénovation des locaux de la station. Son représentant a rappelé l'importance de l'ORTM dans le développement de la région. Une importance mentionnée également par le premier adjoint au maire de la commune urbaine de Sikasso. À la liste des partenaires s'ajoute la direction régionale de l'INPS, l'entreprise Ofaraco et DJ Toumani. L'ORTM Sikasso a 26 ans de présence. C'est la première fois que la station bénéficie d'un appui aussi substantiel sur une initiative régionale. Au nom du directeur général de l'ORTM, nous vous donnons l'assurance d'une utilisation parfaite du matériel que vous venez de mettre à notre disposition. Et l'UNICEF nous a donné un véhicule et une caméra qui n'est pas venue d'abord. Et ils nous ont promis également une nouvelle voiture. Voilà. Donc, nous ne faisons que remercier vraiment nos partenaires. Il y a quelqu'un qui l'a dit, l'union fait la force. Si nous nous donnons la main, nous allons faire face au développement de la région. C'est des initiatives locales vraiment à encourager et nous comptons sur
d'autres bonnes volontés pour faire la clôture de la station régionale de l'ORTM. La cérémonie d'inauguration des travaux de rénovation et d'équipement de la station régionale de l'ORTM Sikasso a pris fin par une visite des locaux. Lancement à Tombouctou de la 5e édition du mois du consommé local, une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, bureau régional de Tombouctou. L'initiative vise à promouvoir les produits locaux et mieux valoriser la chaîne de production locale. Najim Baba Sissé. Cette 5e édition du mois du consommé local à Tombouctou a réuni l'ensemble des acteurs des fêtières de la chaîne de valeur des produits agroalimentaires, vestimentaires et artisanaux. Conformément au thème « Consommer local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l'IEMOA ». La région de Tombouctou dispose d'une grande potentialité agro-pastorale permettant de produire et de transformer en qualité et en quantité ce dont nous avons besoin pour notre consommation locale, tout en nous éloignant des produits importés dont la plupart à base de OGM. Les exposants, non moins chevilles ouvrières de la chaîne de production, n'attendent pas mieux qu'une telle occasion pour exprimer leur soulagement. C'est une opportunité pour nous de nous faire valoir, de nous valoriser et de nous vendre. Et nous voudrons qu'à chaque année, que pareille activité se mène à Tombouctou. Nous transformons le blé décortiqué, la farine enrichie, le vermicelle du blé, couscous du blé, des riz étivés, namti, etc. En d'autres termes, il s'agit de permettre aux Maliens et aux Maliennes, particulièrement aux Tombouctiens, d'acquérir des produits qui amélioreront leur bien-être et leur santé physique et mentale. Que porter les gandoura à base de tissus locaux soit source de repos pour les paysans de Sikasso. Que les cadres de l'État puissent porter les sandales en cuir de Tombouctou jusqu'en Europe et appréciés par l'homme européen. Que les mets délicieux de Tombouctou puissent être tropicalisés pour la femme de Bandiagara. Après avoir lancé les travaux, le directeur de cabinet, accompagné des différents acteurs, a visité les stands et laissé des mots de félicitations et d'encouragement aux exposants. Ailleurs, actualité dans ce 20h, d'abord au Burkina Faso, le ministre d'État, ministre de la Défense, a remis du matériel logistique aux forces armées nationales. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique d'équipement des forces armées nationales. Les détails dans ce reportage signé Tanga Kafando de la RTB. À la hiérarchie militaire, le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, Kassoum Koulibaly, remet les clés du matériel logistique nouvellement acquis au profit des forces armées nationales. Des bulldozers, des pelles hydrauliques et des pots-chars qui viennent à renfort et qui s'inscrivent dans le plan d'équipement des forces armées nationales. Je voudrais, au nom du président du FASO, chef suprême des armées, témoigner la satisfaction des forces armées nationales de recevoir ce lot. Il vous souviendra qu'il y a un plan d'équipement qui était prévu et nous sommes en train de mettre en œuvre par étapes. Il faut juste saluer aussi les efforts qui sont consentis par l'ensemble des Burkinabés et aussi sur le budget national pour l'acquisition de ces moyens-là, afin que les forces de défense et de sécurité puissent être plus opérationnelles sur le terrain dans tous les sens possibles. Ce matériel logistique arrive après plusieurs vagues d'équipements et d'autres matériels sont attendus pour accroître la puissance de feu, mais aussi la mobilité des combattants sur le théâtre des opérations de reconquête du territoire. Au Niger, lancement des activités du projet d'aménagement et de bitumage de la route Douchi-Kurdula, frontière du Nigeria, un projet financé à travers la Banque islamique de développement et qui a pour but la réduction du coût du transport et de la durée du trajet. Nayetoulaye Hassan et Hamidou Amadou de la télévision nigérienne. Lancé par le ministre des Transports et de l'Équipement, colonel-major Salissou Mohamed Salissou, cet atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre d'une initiative ambitieuse qui vient répondre de manière adéquate aux besoins de mobilité des citoyens de la capitale de l'Arewa.
Ainsi, c'est une route qui prendra corps, comprenant notamment le bitumage de l'axe Douchi-Kourdoula, frontière du Nigeria, financé par la Banque islamique de développement. Dans un linéaire d'environ 30 km, la route Douchi-Kourdoula, frontière du Nigeria, constitue un maillon important du réseau routier du Niger. Ainsi, l'aménagement et le bitumage de la dite route visent la réduction de la distance de parcours et du temps de transport et le confort et la sécurité routière. Le représentant du gouverneur de la région de Dosso et le préfet de Douchi ont salué cette initiative qui va contribuer à la réduction du coût de transport ainsi qu'au temps du trajet, bref, avantageuse pour les populations. Ce projet d'aménagement et de bitumage de la route Douchi-Kourdoula vient traduire, une fois de plus, la volonté des plus hautes autorités de notre pays et représente bien plus qu'une simple infrastructure. Il est le symbole de l'engagement du chef de l'État envers le progrès et le bien-être de la communauté. Depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le 26 juillet 2023, le département de Douchi s'est vu renforcé en matière d'infrastructures routières à travers les efforts de l'État. Dans son intervention, le ministre en charge des Transports a remercié la BID au nom des plus hautes autorités pour son engagement à accompagner l'État du Niger. Cette route qui va relier Douchi à la frontière du Nigeria a une longueur de 30 km avec une largeur revêtue de 7,20 mètres en béton bitumé. En effet, ce projet est en parfaite cohérence avec le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie PRSP 2024-2026 qui consacre la nouvelle vision du développement endogène de notre pays autour des 4 axes stratégiques. Ce projet d'envergure témoigne de la volonté du gouvernement de répondre aux attentes de la population, mais aussi moderniser les infrastructures routières au bénéfice des usagers. Et nous bouclons ce journal avec une note de tristesse. La doyenne d'âge du district de Bamako, Diarra Maïmouna Sangaré, n'est plus. Elle avait 115 ans. Après un dernier hommage rendu par la nation, la centenaire a été accompagnée en sa dernière demeure au cimetière de Amdalaï. Boubacar Babli Touré. Une preuve du lien fort que Diarra Maïmouna Sangaré, la doyenne d'âge du district de Bamako, a tissé avec le président de la transition qui, depuis 2021, lui rend visite dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Une tradition que le président Goïta s'apprêtait à respecter quand la triste nouvelle est tombée. La centenaire résidente au quartier Nyomirambougou a été arrachée à l'affection de tous ce mardi 15 octobre 2024 à l'âge de 115 ans. En guise de reconnaissance, le gouvernement du Mali a décidé de rendre à l'illustre disparu un dernier hommage mérité ce vendredi. Nous sommes ici expressément sur instruction de son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Régulièrement depuis 2021, il a toujours tenu lui-même à faire le déplacement en vue de rendre visite à la doyenne. Malheureusement, le bon Dieu en a décidé autrement cette année, compte tenu de ces circonstances malheureuses que le chef de l'État, le président de la transition, a tenu à ce que nous venions ici, à le représenter à cette cérémonie et surtout à transmettre à la famille de la défunte ses condoléances les plus émues. Indépendamment de cela, en tout cas, c'est le lieu pour nous d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala d'accueillir la défunte au paradis. Membres du gouvernement, parents, amis, tous ont tenu non seulement à saluer la mémoire de cette bibliothèque, mais aussi à faire des témoignages. Si les soins et l'assistance pouvaient éviter la mort, notre mère serait sauvée, car elle a bénéficié de l'assistance du gouvernement du Mali à tous les niveaux. C'est le lieu pour moi de remercier le président de la transition et ses compagnons au nom de la famille Diarra pour tous les efforts déployés envers notre mère. Je peux témoigner que la mosquée était sa deuxième maison. Aujourd'hui, tout le quartier est triste car nous avons perdu un être très cher.
Nous prions le miséricordieux pour qu'il l'accueille dans son paradis. Diarra Maïmouna Sangari a été accompagnée en sa dernière demeure au cimetière d'Amdalaï. Elle laisse derrière elle des parents, fils et petits-fils inconsolables. Dors en paix, doyenne. Amen. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon moment de télévision à notre compagnie. Bonsoir.